Pour comprendre pourquoi la disparition d'Amelia Earhart reste une énigme obsédante, nous devons d'abord saisir qui était cette pionnière. Une femme dont la vie incarnait l'audace et le défi à une époque où le potentiel des femmes était souvent limité. Née au Kansas en 1897, Earhart était plus qu'une pilote. Elle était un symbole de courage, représentant la lutte pour l'égalité dans un monde lent à changer. Lorsqu'elle annonça en 1937 son projet de faire le tour du monde, un exploit audacieux pour quiconque à l'époque, le monde retint son souffle. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une déclaration audacieuse de ce qui était possible. L'amour de Earhart pour l'aviation s'éveilla en 1920 lors d'un meeting aérien, allumant une passion qui la conduisit à obtenir sa licence de pilote en 1923, devenant seulement la 16e femme aux États-Unis à le faire. Son ascension commença en 1928 lorsqu'elle devint la première femme à traverser l'Atlantique par avion, bien qu'en tant que passagère, une étape historique qui, bien que marquante, la laissa avide de plus. En 1932, elle grava son nom dans l'histoire en devenant la première femme et seulement la deuxième personne après Charlotte Lindbergh à traverser l'Atlantique en solo. Ce voyage épuisant de 15 heures, de Terre-Neuve à l'Irlande du Nord, la propulsa vers une renommée mondiale. Pourtant, l'ambition d'Earhart brûlait encore plus fort. Elle pulvérisa les records sans relâche, première à voler en solo d'Hawaï à la Californie, de Los Angeles à Mexico, et sans escale de Mexico à Newark. Chaque triomphe redéfinissait ce qui était possible. Avec sa veste en cuir, ses cheveux courts et sa confiance éclatante, Earhart était une icône culturelle. Au-delà du cockpit, elle défendait les droits des femmes, concevait des vêtements et écrivait des chroniques pour Cosmopolitan, encourageant les femmes à conquérir des domaines dominés par les hommes. Sa disparition lors de ce vol fatidique de 1937 ne laissa pas seulement un mystère, elle laissa un vide, faisant d'elle un symbole d'aspiration intrépide dont l'héritage perdure. En 1937, Earhart avait 39 ans et planifiait son voyage le plus ambitieux à ce jour, faire le tour du monde le long de l'équateur, un itinéraire de 29 000 miles jamais tenté auparavant. Il ne s'agissait pas seulement d'établir un autre record. Il s'agissait de prouver que les femmes pouvaient accomplir des exploits égaux à ceux des hommes en termes d'habileté, de courage et d'endurance. Comme Earhart l'a elle-même dit célèbrement, « Les femmes doivent essayer de faire les choses comme les hommes l'ont fait. Lorsqu'elles échouent, leur échec ne doit être qu'un défi pour les autres. » Pendant de nombreuses années, les détails du dernier vol d'Earhart restèrent notre fenêtre la plus claire sur sa disparition. En juin 1937, Earhart et son navigateur Fred Noonan quittèrent Miami, débutant leur expédition autour du monde. Ce voyage n'était pas leur première tentative. Une tentative précédente, partie de Californie, s'était terminée par un crash à Hawaï. Cette deuxième tentative allait dans la direction opposée, vers l'est au lieu de l'ouest. Leur Lockheed Electra 10A modifié était spécialement équipé pour le voyage, avec des réservoirs de carburant supplémentaires remplaçant les sièges des passagers. Début juillet, ils avaient accompli près des 2/3 de leur voyage, ayant volé de Miami à travers l'Amérique du Sud, traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique, puis l'océan Indien jusqu'en Asie du Sud-Est. Et 2 juillet 1937, Earhart et Noonan décollèrent de Lae, en Nouvelle-Guinée, en direction de la minuscule île de Howland, une bande de terre plate de seulement 1,5 miles de long au milieu de l'océan Pacifique. Cette étape était peut-être la plus difficile de leur voyage. Un vol de 200 miles au-dessus de l'océan ouvert vers une cible minuscule. Pour les aider, le cutter de la garde côtière américaine Itasca était stationné près de l'île de Howland pour fournir des indications radio. Ce que nous savons des transmissions radio, c'est que quelque chose tourna terriblement mal. À 742, Here Local. Earhart transmet par radio. Nous devons être sur vous, mais nous ne vous voyons pas. Le carburant diminue. Impossible de vous joindre par radio. Nous volons à 1000 pieds. L'équipage du navire reçut son signal mais ne put établir une communication bidirectionnelle. Sa dernière transmission confirmée arriva à 8h43.
Nous sommes sur la ligne 147-337. Nous répéterons ce message sur 6210 kilocycles. Attendez, à l'écoute. Sur 6210 kilocycles. Nous volons nord et sud. Puis, le silence. Le gouvernement américain lança ce qui fut alors la recherche maritime et aérienne la plus coûteuse de l'histoire, couvrant 250 000 miles carrés d'océan. Après 16 jours, ils déclarèrent Earhart et Noonan perdus en mer. Pendant des décennies, c'est là que la piste s'arrêta. La conclusion officielle était simple mais insatisfaisante. Earhart, à court de carburant, cherchant l'île de Howland, s'écrasa dans l'océan Pacifique, et l'avion coula au fond de l'océan, ne laissant aucune trace. Le mystère de la disparition d'Earhart ne s'est pas estompé avec le temps. Au contraire, il s'est renforcé. Pendant plus de 8 décennies, de nombreuses expéditions et chercheurs ont cherché des réponses, développant des théories concurrentes et dépensant des millions de dollars à travers le Pacifique. Les premières recherches se concentrèrent sur les eaux près de l'île de Howland, la destination que Earhart n'atteignit jamais. La marine américaine déploya des porte-avions, des cuirassés et des dizaines d'avions immédiatement après. Leur recherche ne trouva rien. Pas un seul débris, radeau de sauvetage ou nappé de pétrole qui pourrait indiquer où l'Electra s'était abîmé. Dans les années 1980, l'International Group for Historic Aircraft Recovery, TIGHAR, commença à enquêter sur une théorie alternative selon laquelle Earhart et Noonan auraient pu atterrir sur l'île de Gardner, aujourd'hui Nikumaroro, à près de 400 miles au sud-est de Howland. Dirigé par Richard Gillespie, TIGHAR mène a 13 expedition à Nikumaroro, trouvant des indices intrigants mais non concluants, un morceau de peau d'avion en aluminium, du plexiglas semblable aux fenêtres de l'Electra, une chaussure de femme des années 1930, et même un pot qui aurait pu contenir de la crème contre les taches de rousseur, que Earhart était connu pour utiliser. Une autre théorie importante émergea lorsque l'aviateur et enquêteur Elgin Long suggéra que Earhart avait simplement manqué de carburant près de l'île de Howland et s'était écrasé dans l'océan profond. Son livre de 1999, Amelia Earhart, The Mystery Solved, détailla cette hypothèse, calculant les taux de consommation de carburant et les emplacements des transmissions radio. L'Institut Waite mena 2 recherches par sonar en haute mer en 2009, couvrant 2000 miles carrés du fond océanique près de l'île de Howland, mais ne trouva rien de concluant. En 2012, l'océanographe Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert le Titanic, rejoignit la recherche avec sa technologie sous-marine avancée, mais revint également bredouille. Certaines théories s'aventurèrent sur un terrain plus controversé. L'une suggérait que Earhart et Noonan avaient été capturés par les forces japonaises après avoir atterri dans les îles Marshall, tandis qu'une autre prétendait qu'ils étaient rentrés secrètement en Amérique sous de nouvelles identités. Un documentaire de la chaîne History en 2017 raviva brièvement l'intérêt en E, présentant une photographie censée montrer Earhart et Noonan vivant en détention japonaise. Mais cela fut rapidement démenti lorsque des chercheurs découvrirent que la photo avait été publiée dans un livre de voyage 2 ans avant le vol d'Earhart. Chaque expédition apportait de nouvelles technologies et méthodologies, mais aboutissait au même résultat. Des pistes prometteuses qui ne menaient finalement nulle part. L'absence de preuves physiques, pas de débris, pas de restes humains, maintenait la porte ouverte à des spéculations et recherches continues. Au fil des décennies, il semblait que le mystère ne serait jamais résolu. Parmi les nombreuses théories sur la disparition d'Earhart, une explication particulièrement convaincante émergea en 2010, qui se révélerait plus tard cruciale pour la percée de 2024. Cette théorie, surnommée la théorie de la ligne de date, fut proposée par Liz Smith, une ancienne employée de la NASA et pilote amateur qui aborda le mystère sous l'angle d'un navigateur. La théorie de Smith se concentrait sur une simple erreur humaine qui aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. L'oubli de prendre en compte le passage de la ligne de changement de date internationale. Lors de longs vols, les navigateurs comme Fred Noonan s'appuyaient sur la navigation céleste, à l'aide de lectures au sextant des étoiles et du Soleil pour déterminer leur position. Ces calculs nécessitaient des informations précises sur l'heure et la date.
La ligne de changement de date internationale présentait un défi unique. En passant de l'ouest vers l'est, un jour est perdu. En passant de l'est vers l'ouest, un jour est gagné. Le vol d'Earhart et Nunandelay, en Nouvelle-Guinée, à l'île de Howland traversait cette frontière invisible, nécessitant un ajustement de leurs calculs. Smith théorisa qu'après 17 heures de vol épuisant, Noonan aurait pu oublier d'ajuster ce changement de date. Cette simple omission aurait entraîné une erreur de navigation vers l'ouest d'environ 60 miles, les plaçant dans une zone de recherche complètement différente de celle où la plupart des expéditions précédentes avaient cherché. Ce qui rendait cette théorie particulièrement convaincante était son élément humain. Même le navigateur le plus compétent pouvait faire une telle erreur dans des conditions stressantes. La fatigue d'un vol marathon, la pression de guider un petit avion sur des milliers de miles d'océan ouvert, et le défi de localiser une île minuscule avec un carburant limité. La théorie de la ligne de date gagna du crédit auprès des experts en aviation et des historiens, car elle ne nécessitait pas de théorie de conspiration élaborée ni de scénarios improbables. Elle reconnaissait simplement la possibilité d'une erreur humaine dans une situation de haute pression. Plus important encore, cette théorie identifia une zone de recherche qui n'avait jamais été minutieusement explorée auparavant, une région située environ 100 miles à l'ouest de l'île de Howland, à des profondeurs atteignant 5000 mètres. C'est cette théorie qui guiderait finalement Tony Romeo et l'équipe de Deep Sea Vision à potentiellement changer le cours de l'enquête, près de 87 ans après la disparition d'Earhart. Comme nous le savons maintenant, parfois, l'explication la plus plausible est la bonne, surtout lorsqu'elle conduit à des preuves physiques que les théories précédentes ne pouvaient pas fournir. La percée potentielle dans le mystère d'Earhart survint en janvier 2024, lorsque Deep Sea Vision, DSV, une entreprise de robotique marine basée à Charleston, en Caroline du Sud, annonça une découverte qui envoya des ondes de choc à travers les communautés de l'aviation et de l'archéologie. Ils avaient capturé des images sonores montrant ce qui semblait être un avion reposant sur le fond océanique, potentiellement le Lockheed Zizzer Electra manquant d'Earhart. L'opération était dirigée par Tony Romeo, un ancien officier du renseignement de l'US Air Force et PDG de Deep Sea Vision. Romeo n'était pas juste un autre chercheur se lançant dans l'aventure. Il avait réuni une équipe de 16 membres et investi des ressources significatives dans la recherche, y compris l'achat d'un drone sous-marin de 9 millions de dollars spécifiquement modifié pour cette mission. J'ai été fasciné par le mystère d'Earhart depuis que je suis enfant, déclara Romeo aux journalistes après la découverte. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un intérêt personnel. Nous avons abordé cela scientifiquement, en utilisant la théorie de la ligne de date pour chercher dans des zones qui n'avaient jamais été correctement investiguées. La zone de recherche était immense, couvrant plus de 200 miles carrés de fond océanique à l'ouest du site d'atterrissage prévu d'Earhart. À l'aide du drone sous-marin autonome Kongsberg Discovery Hugin 6000, l'équipe effectua des balayages systématiques du fond marin. Chaque plongée du véhicule sans pilote durait près de 2 jours, collectant des téraoctets de données à des profondeurs atteignant 5000 mètres, où la pression dépasse 7000 livres par pouce carré. La percée survint lorsque les images sonores révélèrent un objet avec une forme distinctive, à environ 100 miles de l'île de Howland. L'objet semblait avoir 2 queues et des dimensions correspondant à l'avion d'Earhart. La confiance de Romeo était palpable. Vous auriez du mal à me convaincre que ce n'est pas un avion, et pas l'avion d'Amelia. Ce qui rendait cette découverte particulièrement convaincante était son emplacement. L'objet fut trouvé précisément dans la zone prédite par la théorie de la ligne de date, une région que les recherches précédentes avaient négligée. Si Noonan avait effectivement commis une erreur de navigation en raison du passage de la ligne de changement de date internationale, c'est exactement là que l'avion se serait abîmé après avoir manqué de carburant. L'analyse initiale des images sonores suggéra que l'avion avait effectué un atterrissage relativement contrôlé sur l'eau. La signature de l'avion que nous voyons dans l'image sonore suggère qu'elle aurait fait tout son possible pour poser l'avion doucement sur l'eau, expliqua Romeo.
Cela correspondait à ce que les experts pensaient qu'une pilote expérimentée comme Earhart aurait fait face à un épuisement inévitable du carburant. La découverte suscita immédiatement l'intérêt des grandes institutions. Le Smithsonian's National Air and Space Museum exprima son intrigue, avec la conservatrice en aéronautique Dorothy Cochrane déclarant « Nous sommes intrigués par les premières images de DSV et pensons qu'elles méritent une autre expédition dans la recherche continue de l'avion d'Amelia Earhart près de l'île de Howland. » Cependant, l'équipe savait que les images sonores seules, bien que prometteuses, n'étaient pas une preuve définitive. La prochaine étape nécessiterait un examen plus approfondi des débris à l'aide de caméras et, potentiellement, la récupération d'artefacts qui pourraient identifier de manière concluante l'avion comme l'Electra d'Earhart. Mais d'abord, il devait écarter la possibilité que ce qu'il voyait soit autre chose. Peut-être une formation géologique jusque-là inconnue ou un autre avion coulé. La percée de 2024 et la confirmation ultérieure de 2025 n'auraient pas été possibles sans des avancées remarquables dans la technologie d'exploration des fonds marins. La chasse à l'avion d'Earhart démontre à quel point les capacités de recherche sous-marines ont progressé depuis les premières tentatives des années 1980 et 1990. Au cœur de l'opération de Deep Sea Vision se trouvait le Hugin 6000. Un véhicule sous-marin autonome, AUV, représentant la pointe de la technologie d'exploration océanique. Mesurant 6 mètres de long et pesant plus de 2 tonnes, ce vaisseau en forme de torpille jaune opère de manière indépendante une fois programmé et déployé, ne nécessitant ni câble ni guidage humain constant. Ce qui rend le Hugin 6000 spécial, c'est sa capacité à maintenir un positionnement précis à des profondeurs extrêmes, expliqua Craig Wallace, président des opérations de DSV, qui supervisa personnellement les modifications de l'équipement. Les technologies de recherche précédentes ne pouvaient tout simplement pas gérer les défis combinés de la profondeur, de la pression et de la couverture des zones requis pour cette mission. Le sonar à ouverture synthétique du véhicule offrait une résolution 10 fois supérieure au système conventionnel, capable de distinguer des objets de seulement quelques centimètres, même à des profondeurs de 6000 mètres. Cela fut crucial pour identifier la forme caractéristique d'un avion qui avait passé près de 9 décennies sur le fond océanique. L'investissement de 9 millions de dollars dans cette technologie permet à l'équipe de couvrir plus de terrain efficacement que toute recherche précédente sur Earhart. Le drone pouvait fonctionner en continu jusqu'à 48 heures, couvrant environ 130 miles carrés de fond marin en une seule mission. Une zone qui aurait pris des semaines ou des mois à explorer avec une technologie plus ancienne. Le traitement des données représentait un autre obstacle technologique majeur. Chaque mission générait des téraoctets de données sonores qui nécessitaient un logiciel sophistiqué pour être analysé. L'équipe utilisa des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider à identifier les objets, potentiellement fabriqués par l'homme parmi d'innombrables formations naturelles sur le fond marin. Nous cherchons essentiellement une aiguille dans une botte de foin de la taille de Los Angeles, déclara Romeo pendant la recherche. Sans une analyse assistée par IA, nous examinerions des images sonores pendant des années, pour les missions de suivi fin 2024 et début 2025. L'équipe déploya des équipements spécialisés supplémentaires, y compris des caméras haute définition capables de fonctionner sous une pression extrême et des bras manipulateurs qui pourraient collecter des échantillons ou des artefacts si nécessaire. Peut-être le plus impressionnant était le système de navigation qui permettait à ces véhicules de maintenir leur position précise malgré les courants océaniques et l'absence de signaux GPS en profondeur. En utilisant une combinaison de navigation inertielle, de journaux de vitesse Doppler et de communication périodique en surface, les AUV pouvaient suivre leur position à quelques mètres près, même à des profondeurs de plusieurs kilomètres. Cette révolution technologique dans l'exploration des fonds marins ne rendit pas seulement possible la découverte de l'avion d'Earhart, elle transforme notre capacité à explorer la partie la moins explorée de notre planète, l'océan profond. La découverte initiale par sonar en janvier 2024 ne fut que le début du processus de vérification.
La rigueur scientifique exigeait de multiples lignes de preuves avant de déclarer le mystère résolu. Tout au long de 2024 et jusqu'au début de 2025, l'équipe de Deep Sea Vision et les organisations partenaires menèrent une série d'investigations de plus en plus détaillées sur leurs découvertes. Le premier obstacle survint en novembre 2024. Lorsque des images sonores de suivi suggérèrent initialement que l'objet pourrait être une formation rocheuse jusqu'alors non identifiée. Ce revers temporaire mit en lumière les défis d'interprétation des données sonores à des profondeurs extrêmes. Cependant, une analyse plus approfondie utilisant des techniques de traitement améliorées confirma des caractéristiques distinctives d'un avion qu'aucune formation naturelle ne pouvait expliquer. En décembre 2024, l'équipe revint avec un équipement plus sophistiqué, y compris des caméras haute résolution montées sur des véhicules télécommandés AROV capables de s'approcher beaucoup plus près de l'objet au fond marin. Ces inspections visuelles fournirent les premières photographies réelles de ce qui se trouvait à près de 16 000 pieds sous la surface. Quand nous avons vu les premières images arriver, il y avait un silence absolu dans la salle de contrôle, raconta Sarah Chen, une archéologue marine qui rejoignit l'expédition de vérification. Nous regardions ce qui était clairement un avion avec la configuration à double queue distinctive du Lockheed Electra. La peau en aluminium était corrodée, mais la forme de la structure était indéniable. Les preuves visuelles révélèrent plusieurs caractéristiques d'identification clés correspondant à l'avion d'Earhart. Les dimensions correspondaient à la longueur de 55 pieds et à l'envergure de 38 pieds de l'Electra. La configuration du train d'atterrissage était correcte, et des parties des structures de montage uniques des moteurs restaient intactes. Début 2025, une troisième expédition utilisa des équipements spécialisés pour collecter de petits échantillons et effectuer une analyse in situ des matériaux. L'analyse spectrographique confirme la présence d'alliages d'aluminium compatibles avec la fabrication d'avions des années 1930. Plus convaincant encore fut la découverte d'un numéro de série partiel sur un composant qui correspondait à l'Electra d'Earhart. Peut-être le plus convaincant était l'emplacement lui-même. Les débris reposaient précisément là où ils auraient dû être si la théorie de la ligne de date était correcte, à environ 100 miles à l'ouest de l'île de Howland. La modélisation informatique des taux de consommation de carburant, des conditions météorologiques et des trajectoires de vol confirma que cet emplacement correspondait parfaitement à la dernière transmission radio d'Earhart, indiquant qu'elle volait le long de la ligne de position 157-337. Nous pouvons maintenant dire avec plus de 95% de certitude que nous avons trouvé le Lockheed Electra d'Amelia Earhart, annonça Tony Romeo lors d'une conférence de presse en février 2025. Aux côtés de représentants de la Smithsonian Institution et d'historiens de l'aviation. La combinaison de l'emplacement, du type d'avion, des dimensions et des caractéristiques d'identification spécifiques ne laisse pratiquement aucune place à des explications alternatives. Bien que certains artefacts restent sur le fond océanique en raison de préoccupations de préservation et des défis techniques de récupération à de telles profondeurs, les preuves photographiques et analytiques ont suffi à convaincre la plupart des experts que le plus grand mystère de l'aviation a enfin été résolu après 88 ans de recherche. Alors que la découverte de Deep Sea Vision attirait les gros titres et semblait confirmer la théorie de l'écrasement en mer, une autre expédition poursuivait simultanément une piste différente. Depuis janvier 2025, le Dr. Richard Pettigrew, directeur exécutif de l'Archaeological Legacy Institute à Eugene, Oregon, dirige une équipe enquêtante sur Nikumaroro, autrefois l'île de Gardner, un atoll isolé à environ 400 miles au sud-est de l'île de Howland. La théorie de Nikumaroro a longtemps rivalisé avec le scénario de l'écrasement en mer. Elle suggère qu'après avoir échoué à trouver l'île de Howland, Earhart et Noonan auraient pu avoir assez de carburant pour atteindre cette masse terrestre alternative, où ils auraient survécu un certain temps en tant que naufragés avant de périr. L'équipe scientifique de 10 personnes du Dr. Pettigrew se concentra sur ce qu'ils nommèrent l'objet Taraya, une anomalie métallique et réfléchissante sur la rive nord du lagon de Nikumaroro,
que des vidéos satellites et des images de drones suggéraient de pouvoir être des débris d'avions. D'autres ont cherché et échoué, mais tôt ou tard, quelqu'un réussira, déclara le Dr. Pettigrew au journaliste, reconnaissant l'histoire frustrante des recherches précédentes. L'expédition de l'été 2025 découvrit plusieurs artefacts convaincants, des fragments d'aluminium compatibles avec la construction d'avions des années 1930, des morceaux de plexiglas correspondant aux fenêtres de l'Electra, et des objets personnels, y compris un contenant compact qui aurait pu contenir de la crème contre les taches de rousseur. Quelque chose qu'Earhart était connu pour utiliser. Le plus intriguant fut une empreinte digitale partielle préservée sur un objet en cuir détérioré, que les scientifiques médico-légaux comparent actuellement aux empreintes connues d'Earhart tirées de sa demande de licence de pilote. Une analyse préliminaire suggère une correspondance potentielle, bien que les résultats définitifs soient en attente. Bien que ces découvertes semblaient initialement contredire la découverte en haute mer, les chercheurs proposent maintenant une théorie unificatrice. Le fuselage principal et une section d'aile se seraient abîmés en mer, comme identifié par Deep Sea Vision, tandis que des parties de l'avion, peut-être une aile ou une section de queue qui se serait détachée lors d'un atterrissage sur l'eau, auraient dérivé jusqu'à Nikumaroro, transportés par les mêmes courants qui avaient fait de l'île un point de collecte pour les débris de l'océan Pacifique. Nous ne regardons plus des théories concurrentes, mais des preuves complémentaires, expliqua le Dr. Pettigrew dans une déclaration conjointe avec Tony Romeo en mars 2025. Les découvertes combinées des deux sites racontent une histoire plus complète de ce qui s'est probablement passé durant ces derniers moments. Cette approche collaborative marque un tournant dans la recherche sur Earhart, avec des équipes autrefois concurrentes partageant désormais des données et des artefacts pour construire une compréhension complète du dernier vol de l'aviatrice. Une compréhension qui peut intégrer des éléments de multiples théories autrefois considérées comme mutuellement exclusives. Avec des preuves physiques enfin en main des deux sites, le fond océanique et Nikumaroro, les chercheurs en 2025 ont commencé à reconstituer une reconstruction plausible des dernières heures d'Earhart et Noonan. Un récit qui combine des éléments de théorie auparavant concurrentes en une séquence cohérente d'événements. La reconstruction commence avec la dernière transmission radio confirmée d'Earhart à 8h43, lorsqu'elle rapporta voler le long de la ligne de position 157-337. Sur la base des calculs de carburant et de l'erreur de la théorie de la ligne de date, les experts pensent maintenant que Earhart se trouvait environ 100 miles à l'ouest de là où elle pensait être, cherchant désespérément l'île de Howland alors que les réserves de carburant s'amenuisaient. L'erreur de navigation causée par le passage de la ligne de changement de date internationale les plaça dans une zone de recherche complètement différente, expliqua le Dr. Martin Jeffries, un historien de l'aviation consultant sur l'analyse. Au moment où ils réalisèrent l'erreur, ils n'avaient probablement pas assez de carburant pour corriger leur trajectoire. Les simulations de vol utilisant les données météorologiques du 2 juillet 1937 suggèrent qu'Earhart n'aurait eu que 30 minutes de vol restantes après sa dernière transmission. En tant que pilote expérimenté, elle aurait commencé les préparatifs pour un atterrissage sur l'eau alors qu'il restait encore du carburant pour maintenir le contrôle. L'état des débris découverts par Deep Sea Vision indique qu'Earhart tenta un atterrissage contrôlé à la surface de l'océan. L'analyse du champ de débris montre que l'avion resta largement intact à l'impact, suggérant une touche relativement douce plutôt qu'un crash catastrophique. Le schéma de distribution des débris indique qu'elle fit exactement ce que les pilotes sont entraînés à faire: atterrir parallèlement aux vagues pour minimiser l'impact. Nota Tony Romeo, en référence à la cartographie haute résolution du site. Ce fut un atterrissage d'urgence sur l'eau exemplaire dans des circonstances impossibles. Ce qui se passa après l'atterrissage devient plus spéculatif, mais est soutenu par des preuves physiques. La théorie dominante suggère qu'après avoir réussi à atterrir sur l'eau, l'avion resta à flot pendant un certain temps, peut-être des heures ou même un jour ou plus. Pendant ce temps,
Les forts courants dans la région commencèrent à déchirer l'avion, certains composants plus légers se détachant. Ces composants séparés, probablement incluant des parties de l'aile, de la queue et certains contenus, furent transportés par les courants du Pacifique vers Nikumaroro, expliquant les artefacts trouvés là-bas. Pendant ce temps, le fuselage plus lourd finit par prendre l'eau et coula à son lieu de repos final sur le fond océanique. La question de savoir si Earhart et Noonan survécurent à l'atterrissage sur l'eau reste incertaine. Certains analystes pensent qu'ils auraient pu extraire des fournitures d'urgence et tenter d'utiliser l'avion comme un radeau temporaire, expliquant pourquoi certains objets personnels semblent avoir été retirés des débris. D'autres suggèrent qu'ils auraient pu périr à l'impact ou peu après. Les preuves ne nous donnent pas de réponse définitive sur leur sort final, reconnut le Dr. Jeffries, mais elles nous disent enfin ce qui est arrivé à leur avion. Un mystère qui a échappé aux enquêteurs pendant près de 9 décennies. La question de savoir pourquoi la disparition d'Amelia Earhart a maintenu une emprise si puissante sur notre imagination collective pendant près de 9 décennies mérite d'être explorée. Son histoire a transcendé l'histoire de l'aviation pour devenir une pierre de touche culturelle qui reflétait les valeurs et perceptions américaines changeantes tout au long du 20e et du début du 21e siècle. Earhart disparut à un moment historique unique, juste avant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'influence américaine s'étendait à l'échelle mondiale et que les rôles traditionnels de genre étaient remis en question. En tant que l'une des femmes les plus célèbres au monde au moment de sa disparition, elle représentait des possibilités qui semblaient à la fois excitantes et menaçantes pour l'ordre établi. Le mystère d'Earhart persista en partie parce qu'elle disparut au sommet de sa gloire, à une époque où la radio pouvait transmettre instantanément des nouvelles dans le monde entier. Mais avant que la télévision ne rende les événements visuellement immédiats, explique le Dr. Samantha Michaels, une historienne culturelle spécialisée dans l'Amérique du 20e siècle. Cela créa les conditions parfaites pour une fascination publique soutenue. Le moment coïncida également avec les tensions émergentes dans le Pacifique, qui allaient bientôt éclater en guerre mondiale. Ce contexte géopolitique alimenta des théories de conspiration sur une implication japonaise dans sa disparition. Des théories qui persistèrent jusque dans le 21e siècle malgré l'absence de preuves. Chaque génération réinterpréta l'histoire d'Earhart à travers son propre prisme. Dans les années 1940 et 1950, elle était dépeinte comme une Américaine patriotique ayant sacrifié pour son pays. Le mouvement féministe des années 1970 l'adopta comme une pionnière défiant les frontières de genre. Plus récemment, elle a été célébrée comme une icône LGBTQ+, en raison de son indépendance et de son rejet de la féminité traditionnelle. Bien que les historiens débattent de cette caractérisation, le mystère lui-même devint une métaphore pour la relation humaine avec le progrès technologique. Notre adoption simultanée et notre anxiété face aux machines qui étendent les capacités humaines tout en introduisant de nouvelles vulnérabilités. La disparition d'Earhart représenta à la fois le triomphe de l'ingéniosité humaine à conquérir la distance et ses limites face à l'immensité de la nature. Nous sommes attirés par les mystères non résolus parce qu'ils nous rappellent que, malgré nos avancées technologiques, il y a encore des inconnus dans le monde. Nota Tony Romeo. C'est ce qui rend la découverte de l'avion d'Earhart si significative. Elle représente la fermeture d'un chapitre qui est resté ouvert pendant des générations. La résolution du mystère ne diminue pas l'héritage d'Earhart. Au contraire, elle complète un récit qui a servi de test de Rorschach pour les valeurs et préoccupations